Bonjour, nous sommes le vendredi 13 septembre 2024. Il y a une forme de clarté, mais il fait une température, il fait froid, il fait un petit peu froid. Donc il faut s'habiller, pour ceux qui sont un petit peu frileux, je veux dire, il faut s'habiller un peu plus chaudement pour la saison. Parce que les températures ont chuté, maintenant tout dépend, chacun a sa consistance et chacun a, on va dire, une sensibilité ou non, soit à la chaleur, soit au froid. Bon, mais à un moment donné, quand il fait trop froid, tout le monde est sensible. Bon, quand on a arrivé à une température, euh, même les plus costauds qui peuvent tenir à une certaine température, ben, je veux dire, à un moment donné, ils ressentent le froid quand il fait très froid. Et idem pour le chaud, à moins que la personne n'a pas de sensibilité au niveau euh, nerveuse. Là, en ce moment, on comprendrait que même si elle met son doigt dans le chaud, elle le percevrait pas parce qu'elle aurait perdu ses sensibilités nerveuses. Donc c'est normal. Donc mais en vérité, bon, toute personne constituée physiquement, bon, si je veux dire ressentira le froid à partir d'un certain niveau, et puis à d'autres niveaux, tout le monde ressentira le froid. Idem pour le chaud. À moins que de manquer de sensibilité. Donc tout ça pour vous dire qu'il fait froid. Il fait froid. Bon. Alors ici, je vais faire une vidéo qui va concerner la création. Parce que, bon, on a eu 3 personnes qui ont découvert les nombres complexes. En fait, qui les ont créés. Ils les ont créés parce que c'est une création. Il s'agit de Jérôme Cardano, Cipion Del Ferro et Tartaglia Di Lebègue. Ces 3 personnes-là, bon, ont tous mis leur contribution pour trouver voilà, la résolution d'équations du troisième degré. Parce que je vous rappelle que dans le troisième degré, on a les polynômes à coefficient réel. Au départ, on avait que ça. Alors, à coefficient réel, là, les coefficients réels, ben, s'il est de degré 3, les théories d'Alembert nous disent que il y a soit un réel et ou 3 réels en solution. 3 réels. Bon, mais si on ne connaissait pas les nombres complexes, on ne savait pas qu'il y avait... voilà, ça c'est la réalité. Mais dans le monde imaginaire, ben, on ne savait pas qu'il y avait des valeurs possibles. Voilà. Jusqu'au moment où on a découvert que ben, Tartaglia, par un coup de génie, sans faire exprès, je ne sais pas, ou par un essai, ça peut être par essai, par un génie, voilà, ou par du génie, pourquoi pas, ça peut arriver. Notamment qu'il y a eu une contribution, c'est des personnes universitaires aussi qui ont contribué à faire ça. Donc c'est pas n'importe qui ont touché à ça. C'est au niveau d'un institut de recherche. Bon, l'université est un lieu, je veux dire, où on fait des manipulations, des recherches, voilà, pourquoi pas des trouvailles ou tout ce qu'on veut. Voilà. En tout cas, on manipule. Et à force de manipuler, on peut trouver des choses. Donc ici, le polynôme à coefficient réel, ben, on ne connaissait que la réalité. Et bon, par un coup de génie ou sans faire exprès, comme je l'ai dit, ou par une tentation de vouloir trouver quelque chose, ils ont trouvé quelque chose ou ils se sont trompés. Et à un moment donné, ça a ramené un résultat. Voilà. Alors, le troisième degré, ben, vous retombez, on pose avec des, voilà, U plus V, bon, on aura des équations en UV, donc après on va retomber sur U cube, plus V cube, voilà, après du U cube, V cube. Bon, et puis après on tombe sur une équation, on a une réduction en équation de second degré. Alors, il y a les équations de Cardan. On peut utiliser directement quelque chose de tout fait parce que c'est toujours la même chose. Donc on en a fait, je veux dire, voilà, un mode opératoire qui sont les équations de Cardan pour le troisième degré. Et donc, si vous voulez programmer quelque chose dans une machine à calculer, ben vous prenez les équations de Cardan et vous programmez dans votre machine pour pouvoir
résoudre des équations de troisième degré. Bon, beaucoup de machines savent faire le troisième degré. Donc il n'y a pas besoin de le programmer pour beaucoup de machines modernes. Alors, je ne vais pas dire c'est pas des machines, je veux dire c'est des machines quand même sophistiquées, c'est pas n'importe quelle machine. Donc c'est une machine qui a un certain coût. Voilà, c'est pas celle que vous trouvez je veux dire, à 20 euros ou 10 euros. C'est des machines programmables, voilà, parfois graphiques, qui peuvent calculer le troisième degré. Donc ça, on ne savait pas faire. Et alors, bon, n'existaient pas les polynômes à coefficients complexes. Les coefficients complexes n'existent pas parce qu'il a fallu l'arrivée de Cardano, de Scipione del Ferro et Tartaglia du Lebet qui ont proposé quelque chose pour pouvoir résoudre, et puis après ils ont réussi à trouver quelque chose. Et grâce à ça, bon, comme je vous ai dit, du troisième degré, ben, on retombe sur du deuxième. Et le deuxième degré, on connaissait le réalisant, discriminant. Et alors le problème se posait dans le ρ. Voilà. Si le ρ était positif, il y avait deux solutions réelles. Si le ρ égale 0, on a une solution, mais c'est une solution double. C'est une solution double. En fait, il y en a deux. Simplement, ici, ce sont des solutions distinctes. Et là, ce sont des solutions confondues. Alors, Scipione del Ferro et Tartaglia, ici, ils se sont occupés du ρ négatif. Alors comment? Pour trouver les solutions, c'est x1, x2, moins b, plus sur 2a, moins b, plus sur 2a. Ça, on aura toujours. Alors, racine de ρ, on ne peut pas avoir du négatif dans la racine carrée. Donc, on a inventé ceci. Voilà. Et à partir de là, bon, voilà, ça a amené à l'explosion, voilà, d'une mathématique qui est les nombres complexes. Et dès ce moment-là, dès le moment où on a la découverte de nombres complexes, ben, on se rend compte qu'ici, ben, pour une équation de troisième degré, si on a un réel, ben, c'est qu'on a deux imaginaires ici qui sont confondus. Enfin, conjugués, je m'excuse, conjugués. On a deux imaginaires conjugués. Et que là, si on a trois réels, on a 0 imaginaire. Ce qui veut dire que, au bout du compte, on a toujours une équation de troisième degré a toujours trois solutions à coefficient réel. Attention, à trois coefficients réels. Qu'une équation au deuxième degré a toujours deux solutions. Et qu'une équation du quatrième degré a toujours quatre solutions. Et ainsi de suite. Donc, le degré d'un polynôme, xn, avec n positif, ben, le degré du polynôme va donner le nombre de solutions. Voilà, on aura le nombre de solutions. Alors maintenant, si on a un polynôme à coefficient complexe, ben, on aura des solutions complexes. Les solutions seront dans C, elles peuvent être distinctes ou confondues, soit distinctes ou confondues. Voilà, et donc, pourquoi était-ce utilisé les imaginaires ont été créés à partir des polynômes. Donc c'est la théorie polynomiale, donc la résolution de polynômes, parce qu'il existe de nombreux problèmes où on a l'intervention de polynômes, voilà, notamment en sciences. Bon, à un moment donné, il faut savoir résoudre les polynômes, parce que ça intervient en sciences, beaucoup en sciences. En sciences, on a beaucoup d'équations qui interviennent et on demande de résoudre soit des équations, soit des systèmes d'équations. Mais les équations polynomiales, bon, je veux dire, grâce à cette théorie sur les complexes, donnent, voilà, édite les solutions, permet d'éditer les solutions d'une équation, soit du deuxième, troisième, quatrième. Alors, sont venus toute une panoplie de personnes, Viette, Euler, bien sûr d'Alembert était déjà là,
avait déjà fait ses théorèmes et sa théorie d'Alembert, bon, Galois. Bon, beaucoup de personnes sont intervenues, notamment beaucoup de par après, hein, bon, même dans les théories modernes actuelles, on a encore des docteurs qui trouvent des choses sur voilà, les théories polynomiales au travers, bien sûr, de structures. Parce qu'ici, comme je l'ai dit, ça fait l'effet d'une bombe. Hein, on a lancé ce qu'on a, un nouveau nombre qui est complexe. Et ce nombre complexe, ben, derrière ça se cache bon, des additions, des multiplications, et donc une structure. Et dès le moment où on a voilà, une structure, ben ça a donné voilà, le champ des complexes sur la loi plus fois. On a le corps des complexes. Et voilà, on a une structure derrière qui est cachée, où bien sûr C plus est un groupe, et C fois, est, sauf le neutre de l'addition, C0, et C0 fois est un groupe aussi, abélien. Donc C plus est un groupe abélien, C0 fois est un groupe abélien. Donc il y a la structure qui est derrière tout ça, et bien sûr ça a une structure aussi d'espace vectoriel, avec la distributivité, etc. Qui fait qu'on a les réels, c'est de dimension 1, et voilà, c'est un espace vectoriel de dimension 1, alors que les complexes, c'est un espace de dimension, un espace vectoriel de dimension 2, parce qu'il faut deux réels pour définir un nombre complexe, qui est une entité, hein, qui est une entité indissociable. C'est indissociable. A plus BJ, c'est A plus racine carrée de moins 1. Alors, en quoi va consister cette vidéo? Ben, c'est de trouver, ça c'est l'histoire. L'histoire, grâce à une formulation d'avoir écrit racine carrée d'un nombre négatif, eh bien, ça a donné les complexes. Mais à partir de là, on n'avait pas encore la forme trigonométrique, on n'avait pas encore les axes complexes n'étaient pas encore présents. Alors justement, le but de cette manœuvre ici, de la vidéo, c'est comment créer des axes complexes. Comment les créer? Eh bien, sur base de ça, il faut... Donc là, le but de la vidéo ici, c'est de créer des axes complexes. Bon, alors après, Euler est intervenu parce qu'il a vu certaines choses. Et il a permis de voir certaines choses et grâce à ça, il a fait bon, l'exponentielle complexe, Euler. Alors, donc on va créer un axe complexe. Comment créer? Alors, on sait, à cette époque-là, on connaissait déjà l'axe cartésien, c'est-à-dire le système d'axes orthonormés. Bon, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît, à cette époque-là, à mon avis, on connaît déjà le polaire. Mais en tout cas, le cartésien, il était connu. Voilà. Pour pouvoir dessiner des graphiques, le cartésien était connu. Alors, le cartésien, c'est quoi? Le cartésien, bon, on sait bien que la droite est définie par rapport à un vecteur, directeur, U. Alors si celui-ci, il est unitaire, c'est un vecteur de base unitaire. Bon, peu importe le sens. Voilà. Voilà. Ça, donc la droite est définie à partir d'un vecteur de base unitaire, un vecteur de base ou un vecteur de base unitaire. Il peut être unitaire. Alors pour ça, pour créer un axe, ben, il faut une droite. Bon, je crée ma droite. Voilà. La droite, je l'ai. Bon, je vais aller d'abord dans le système cartésien avant de faire dans le repère complexe. Alors, on sait qu'on a, on va créer une bijection entre les nombres, des nombres, ici, bon, c'est les nombres réels, et une droite. Donc, c'est-à-dire, je vais attribuer des valeurs, je vais dessiner des valeurs sur une droite. Pour ça, on sait bien que la droite est infinie, donc que l'ensemble des nombres réels est infini, donc c'est très bien, c'est au moins nécessaire pour créer voilà, un axe, c'est que bon,
les réels sont infinis et la droite est infinie. Donc ça corrobore bien. Ça, c'est une chose. Alors, la seconde chose, par là, on va choisir un sens. Alors, supposons que le sens, il va de la gauche vers la droite pour parcourir les nombres dans le sens. Alors, on sait bien que R est muni, voilà, d'un ordre. Alors, R est muni d'un ordre total. On peut comparer les nombres. Voilà, un ordre total. Donc, ça veut dire que le sens va indiquer l'ordre croissant des nombres. Voilà. Alors, il faut un 0. Le 0, c'est ce qu'on appelle l'origine. On fixe l'origine. Voilà. Alors, donc, les valeurs positives seront d'office par là. Les valeurs négatives sont par là, parce que les négatifs sont plus petits que les positifs. Bon, si j'avais mis dans l'autre sens, c'est le contraire. Si j'avais fait ça, comme ça, avec le 0 ici, là, on a les positifs, et là, on a les négatifs. Bon. Alors, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, je vous rappelle que la droite est définie par rapport à vecteur directeur. Voilà, directeur. Mais ici, moi, il y a besoin de plus. Il faut une base. Il faut une base. Je crée ma base, que je vais appeler I ou E1, peu importe. Et là, une fois que j'ai ma base 1, je peux créer mon 2, mon 3, puisque vectoriellement, on peut placer, voilà, 2, si je veux le vecteur U ici, c'est U égale 2I. U égale 2i. Alors 2, c'est la composante du vecteur U, voilà, qui vaut 2, 2i. Mais 2, ce sera aussi l'abscisse du point. L'abscisse du point qui sera en 2, enfin, le point sera situé au point 2. Donc on aura une situation. Et donc on a ça, on aura moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Alors ça, on peut repérer tout nombre sur une droite qu'on appelle l'axe des abscisses. Et puis après, je peux créer, voilà, dans le plan, un second axe, voilà, avec une nouvelle base. Une nouvelle base que je vais appeler E2 ou J. Mais ici, comme, bon, j'ai appelé ça U, enfin I, je vais appeler celui-ci J. IJ. Alors là, la base, le 1 il est là, le 2 il est 2 fois plus grand, voilà, le moins 1 il sera ici. Voilà. Et là, on peut repérer un point par exemple, 1 moins 1, donc en jouant par des parallèles. Voilà, et ça, j'aurai le point A, 1, 1, 1. Bon, ça, c'est un petit peu embêtant parce que le problème, si vous êtes dans une école, chaque étudiant, si chacun fait son repère un peu étrangement, voilà, pour avoir des équations dans ce repère, c'est un petit peu embêtant, je vous le dis tout de suite. En plus, il y a des formules qui ne sont pas adaptées pour ça. Il faut réadapter certaines formules, puisqu'on n'a pas, voilà, si on a des parallélogrammes, on n'a pas des carrés, des rectangles, je m'excuse, on n'a pas, enfin des carrés, il faut un carré. Parce qu'ici, on a tous des rectangles. Alors, c'est ça. Vous voyez qu'ici, c'est ce qu'on appelle la grille. La grille, informatiquement parlant, c'est ce qu'on appelle une grille. La grille, bien sûr, ici, ici c'est orthonormé. L'axe, il est orthonormé. C'est-à-dire que l'axe, là, il a ortho, c'est la même norme. Ouais, là, c'est déjà mieux pour tous les élèves hein, d'une classe. Tout le monde dessinerait de la même façon. Enfin, tout le monde aurait la même courbe dans le même système orthonormé. Et on n'aura pas des courbes plus étendues que d'autres, avec des formules différentes. Voilà. Donc, tout le monde manipule. Voilà. Une fois pour toutes, on institue dans les classes une norme. Et la norme, c'est d'utiliser le repère orthonormé. Voilà. Alors, sauf si le professeur demande la liberté, voilà, au niveau du repère, mais en général, quand on dessine une courbe, on dessine au travers d'un repère orthonormé, et un repère, je vous rappelle que c'est une origine pris dans le plan, c'est un point du plan quelconque, bien sûr avec une base I, J si on est dans le plan. C'est un repère plan. Si vous voulez un repère dans l'espace, c'est OIJK. Voilà. Y, ici on a I. Alors, la particularité, c'est qu'ici, ils ont la même base. Et voilà, ici c'est perpendiculaire. Donc on a un repère avec la même base, c'est-à-dire ortho. Je m'excuse, normé, il est normé. Il est normé. Voilà. Et il est ortho.
parce qu'il est perpendiculaire. Et tout le monde doit manipuler. Alors à ce moment-là, la grille, elle est carrée. On a des grilles carrées. Voilà. Et on peut repérer un point grâce à cette grille carrée. Quand c'est entier, ben, si je prends le point 1, enfin 2, 1, voilà le point A, ben, il suffit de se mettre au point où il y a la communion de grilles au point 1, 2. Il n'y a pas besoin de le faire avec une latte. Pas besoin de le tracer avec une latte parce que vous avez votre grille. Alors c'est pour ça qu'il faut acheter des cahiers. Si vous faites des mathématiques, il ne faut pas acheter des cahiers rectangulaires, mais des cahiers quadrillés. Ce qu'on appelle un quadrillage. Alors quadrillage, c'est des carrés. Il faut prendre les carrés. Cahier quadrillé, c'est avec un quadrillage qui permet de faire des dessins plus facilement sans dessiner de grille. La grille, vous l'avez toute faite. Simplement, je crois que le petit carré fait un demi. Donc ça veut dire qu'une grille de 1, ben, il faudra 2 carrés, je crois. Je ne me rappelle plus combien fait un petit carré. Bon, voilà. Et donc, là, il faut acheter un cahier quadrillé quand vous faites des mathématiques. Pour dessiner des repères. Bon. Eh bien, ça c'est dans les réels. Dans les réels, dans R. Si maintenant vous êtes dans N, là c'est dans R fois R, parce que c'est voilà, c'est ce qu'on appelle un repère ici. Un repère tel que donné ici, c'est un repère cartésien. Alors il est orthonormé bien sûr. Orthonormé. Et on peut dessiner des couples AB dans ce repère. Voilà, ce sont des couples AB. Alors un couple, attention que c'est ordonné. AB est différent de BA, vous devez le mettre dans l'ordre. Donc ça sera l'abscisse. Et celui-là, l'ordonnée, parce que sinon, AB est différent de BA, 3,2 est différent de 3. C'est pas le même point. Voilà. Maintenant, si vous voulez dessiner dans N suivant X, bah alors N, ça commence en 0. Les naturels commencent en 0. Voilà, naturel, les entiers naturels commencent en 0. Et si maintenant, vous dessinez le Y est aussi dans N, de casse-moi, vous avez ça. C'est ce qui arrive en science. En science, on travaille, voilà. Et alors, ce qui veut dire que le repère, dans votre, sur votre page, vous pouvez remodifier le repère. Et donc créer des échelles par rapport à ça. C'est-à-dire que votre repère, là, il devient quoi? Vous allez travailler, je veux dire, bon, vous laissez un espace sur votre feuille, voilà, et votre repère, il devient ceci. Et c'est ce qui arrive souvent en science. Alors là, bien sûr, l'échelle est différente. Hein. En science, vous créez, vous regardez votre espace que vous avez ici, voilà, pour pouvoir tracer le maximum. Il faut le maximum de votre valeur. Donc, si vous savez que votre maximum, il est là, vous avez cadré la valeur max, il est là. Et à partir de là, ben, si vous avez positionné le 0 ici, voilà, le 0, 0 ici, alors qui est l'origine, voilà, eh bien, vous calculez une échelle suivant l'axe des Y. Et puis, bon, vous faites la même chose ici. Supposons que vous voulez vous arrêter ici. Voilà, l'axe des X, il est là. Là, ça c'est l'axe des Y. Bon, je parle en science, hein, bien sûr. Et ici, vous voyez bien que vous prenez toute la feuille. Bah, ici, moi, j'ai une feuille en mode... Ici, mon mode, il est paysage. Bon, celui qui dessus sur une feuille, il a un mode portrait. Mode paysage, c'est comme ça. Ici, moi, j'ai un mode paysage, hein, vous le voyez tout de suite. Ah, ici, c'est un mode paysage. Hein. Donc, j'essaie d'étaler plus en X dans le cas des dessins. Voilà. Alors, vous cherchez la valeur max. Supposons que la valeur max, elle est là. Vous créez votre échelle. Et après, vous dessinez. Bon, on peut avoir toutes sortes de courbes. Voilà, on peut avoir une courbe qui fait ça. On peut avoir des bâtons. Voilà, des espèces de bâtonnets. Voilà. On peut avoir
des polygones. Voilà, et ainsi de suite. On peut avoir une courbe avec des rectangles, rectangulaires, voilà, avec, par exemple comme ici, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Bon. Et donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, dès le moment où vous avez cadré dans votre mode paysage ou le mode portrait, ben, vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Pour autant que vous avez mis une échelle en Y et une échelle en X, et que vous avez bien sûr, avant toute chose, détecté qui est la valeur max, et de créer votre échelle. Bon, ceci étant dit, bien sûr, il faut revenir bien sûr à l'essentiel de cette vidéo, c'est-à-dire comment créer un axe complexe, sachant que, bon, on sait créer des axes OX, OY. Et même dans l'espace, hein, on savait créer des OX, OY, OZ. Donc, la géométrie analytique dans le plan, bon, à mon avis, à cette époque-là, était connue. Mais simplement, il fallait créer, on venait de créer les nombres complexes. Alors, comment créer un axe complexe? Comment créer un axe complexe? Et c'est là toute l'astuce. Pour ça, il faut partir sur la base des nombres complexes. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre complexe? Le nombre imaginaire. On sait que les nombres négatifs, n'ont pas de racine. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, quand vous devez calculer moins b sur 2a plus ou moins racine carrée de ρ. Ρ c'est b carré moins 4ac. Bon, j'espère que je l'avais mis tout à l'heure. Moins b ouais, plus ρ. Ouais. Voilà. Alors, ça se passe quand ρ était positif, il n'y a pas de problème. On sait calculer, extraire, on sait extraire la racine carrée. Parce que je rappelle qu'une racine carrée, ça signifie racine carrée exacte et positive. Donc, racine de 0, on sait le faire. Racine de 4, ça fait 2. Bon, racine de 2, c'est un irrationnel. Voilà. Racine de 3, c'est un irrationnel. Il y a toujours une valeur, en virgule. Mais on n'a pas de période et ça, le nombre va s'écrire jusqu'à avec une tendance infinie. Bon. Mais maintenant, écrire ceci n'a pas de sens. On ne sait pas extraire la racine carrée d'un nombre négatif, de par la définition d'une racine. On ne sait pas extraire. Donc, si on ne sait pas l'extraire, c'est pas un nombre, ni une quantité. C'est ni un nombre, ni une quantité. Mais on va les considérer, malgré tout, par une règle établie. On se dit, bon, malgré tout, c'est un nombre. Malgré tout, c'est une quantité. Alors, c'est un nombre complexe. Vous aurez compris que c'est un nombre complexe. C'est une quantité complexe. On se base sur une règle, on se permet de dire qu'on a quand même un nombre. Voilà, on a quand même un nombre. Et donc, si on a un nombre, ben, il y a toute on peut les additionner. On peut, si on considère en règle comme un nombre, ben, on pourra les additionner et les multiplier. Voilà. Mais on ne sait pas extraire racine carrée de moins 4. Alors, sur base de ça, alors, bien sûr, quand le ρ était positif, il n'y avait pas de problème. Quand le ρ était négatif, il n'y a pas de problème. Mais quand le ρ était négatif, là, ça posait problème. Mais pour soulever ce problème-là, il suffit de mettre un moins là. Comme ça, on le rend positif. On rend la racine carrée positive. On rend la racine carrée positive. Parce que ρ est négatif. Le fait de mettre un moins, ça le rend positif. Mais on manipule un nouveau nombre. Par exemple, ici, dans ce cas-ci, donc on sait que les nombres négatifs n'ont pas de racine, n'ont pas de racine carrée. Donc ça veut dire que si je prends 9, moins 9, donc les nombres négatifs n'ont pas de racine carrée. Donc on ne sait pas extraire la racine carrée. Donc si je prends racine carrée moins 9, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce que plus 3
au carré, ça donne plus 9. Alors pourquoi? Vous comprendrez le pourquoi du comment. Hein. Parce que, si vous voulez, ici, on a la fonction x carré. Si je prends sa réciproque, on a ceci. Le problème, c'est que, bon, elle n'est pas bijective ici. C'est-à-dire qu'ici, on n'a plus une fonction. Pour un x donné, la racine carrée va m'attribuer deux valeurs. Et ça, c'est plus une fonction. Alors pour que ce soit une fonction, justement, et qu'on ait un seul résultat et pas deux, ben on retire ceci. On la rend bijective. On la rend bijective. De telle manière, à voir, on n'aura pas deux solutions, mais une. Donc on a ce qu'on appelle une application. Une application, c'est-à-dire, vous rentrez une valeur, vous avez absolument une valeur. Bien sûr dans son domaine, hein, dans le domaine de racine carrée de x. Parce que par là, on ne sait pas avoir de valeur. Voilà. Donc la racine carrée de x, x étant plus grand ou égal à 0. Donc, ce qui veut dire, plus 3, on sait faire plus 3 au carré, mais la racine carrée va donner, enfin, racine carrée de 9, c'est plus 3. Voilà. Le moins 3, on ne peut pas le prendre. Donc, dans ce cas-ci, c'est le même. Plus 3 au carré, ça fait plus 9. Et moins 3 au carré donne aussi plus 9. Attention qu'ici, pas plus 3 au carré donne plus 9. Moins 3 au carré donne aussi plus 9. Donc, plus 3 au carré donne 9. Et moins 3 au carré donne plus 9. Ça donne pas moins 9. Ça donne pas moins 9. Donc ici, je vous rappelle que racine carrée de 9, c'est 3. C'est pas moins 3. On institue une règle comme quoi on enlève. Voilà, c'est parce que c'est la racine carrée exacte et positive, il n'y en a qu'un seul. Parce que la fonction racine carrée de x, je veux dire, ben voilà, pour x, plus grand ou égal à 0. Mais maintenant, si on se dit que, bon, pour avoir racine carrée de 9, ben ça pourrait provenir de plus 3 au carré, ça fait 9. Et alors, on ne se limite pas, on se dit, bon, moins 3 au carré, ça fait aussi 9. Donc, pour racine carrée de 9, on pourrait trouver deux nombres pour lesquels, si on les multiplie ensemble, ça fait 9. Bien que racine carrée de 9, ça fait 3. Je le dis tout de suite parce que, comme je dis, ici, il ne faut pas oublier ceci. Racine carrée exacte et positive. Alors maintenant, pour moins 9, bon, ça n'existe pas. On ne sait pas extraire la racine carrée d'un nombre négatif. Donc, ce qui veut dire que racine carrée de moins 9 va s'écrire. On peut quand même, dans racine carrée de moins 9, il y a combien de symboles? Bon, il y a racine de symbole. Je vous rappelle que c'est pair. Ça doit être absolument pair. Pour les nombres complexes, il faut absolument pair parce que une racine d'un nombre négatif, ça existe. Hein. Ça existe. Bon, ce qui ne va pas, ce qui n'existe pas, ça n'existe pas. Donc, cette règle aura lieu pour les exposants pairs. Pour les exposants pairs. Alors, comment... Bon, ici, c'est facile. Vous avez une réponse qui va sortir, puisque ça existe. Par contre, là où ça n'existe pas, on ne sait pas extraire la racine carrée, ben, on va essayer d'écrire, formaliser une écriture qui est, par exemple, racine carrée de moins 9. On va dire que c'est un nombre complexe ou imaginaire. Alors, rien ne l'interdit de l'écrire sous forme de, alors je rappelle, moins 1 fois 9. Le signe, est, voilà,
sera toujours accompagné du moins 1. Et donc à ce moment-là, on sait quand même extraire le 9. Voilà, on sait extraire le 9. Et donc, on aura racine carrée de moins 1. Bon, ça, on ne sait pas l'extraire, mais on sait extraire la racine carrée de 9. Et la racine carrée de 9, c'est la racine carrée exacte et positive, c'est 3. Racine carrée de moins 1. Bon, avant, il disait aussi que c'était moins 3. Moins 3, il fut un temps, bon, ils pouvaient attribuer ces deux-là. Bon, mais maintenant, la théorie moderne, ici, c'est racine carrée exacte et positive, on ne considère que le 3. Ne pas confondre avec une équation qui est x carré égale 4. Là, c'est normal que c'est le x qui pose problème. Voilà, si je prends la racine carrée, voilà, la racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x. Et là, ça fait 4. Et donc la valeur absolue, c'est plus ou moins x qui donne 4. Ce qui veut dire que le x vaudra plus 4 et moins 4. Voilà, mais ça, c'est autre chose. C'est quand il y a des inconnus. Les inconnus, bon, là, c'est normal qu'on a plus ou moins. Mais dans la racine carrée de 9, avant, on pouvait se dire que c'était moins 3, enfin 3 et moins 3. Mais maintenant, théorie moderne, la racine carrée de 9, c'est 3. Voilà, c'est celui-là. C'est racine carrée exacte et positive. Parce que la fonction racine carrée, bon, il faut la rendre bijective. Il n'y a qu'une seule. Pour que ce soit une application, il faut un seul résultat et pas deux. Voilà. Alors, à partir de là, bah, on définit le nombre racine carrée de moins 1 qui est le nombre imaginaire i. Alors, moins 3 est réel, mais ici, racine carrée de moins 1, il est imaginaire. Donc, on va créer voilà, un nombre imaginaire. Alors, avant, on travaillait avec la racine carrée de moins 1. Bon, mais je peux vous dire que c'est moins 3i. Alors, moins 3j, moins 3i ou moins 3j. Vous pouvez l'appeler i ou moins j. Donc, racine carrée de moins 9 égale 3 racines carrées de moins 1, c'est-à-dire 3i. Voilà. Alors, à partir de là, toute expression multipliée par i est imaginaire. Par exemple, je pars de i. En fait, ce sont les puissances successives, i fois i. Bon, je pars de i. I fois i, c'est i carré. I fois i fois i. En fait, ce sont les puissances. Hein. Puissance de i exposant 1, i exposant 2, i exposant 3, i exposant 4, et ainsi de suite. I carré, i cube, i fois i fois i fois i, c'est i exposant 4. Voilà, et i exposant 5, c'est i fois i fois i fois i fois i. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, i c'est i carré, je vous rappelle qu'on a institué une règle. I carré c'est moins 1. Voilà. I cube c'est moins 1. I carré c'est moins 1, donc c'est moins i. I4 c'est plus 1. Et ainsi de suite. I5 c'est plus i. Donc, déjà là, on peut repérer quelque chose. On a i, ensuite on a moins 1, puis moins 1i, moins 1i, je vous rappelle que c'est moins i, puis plus 1, puis plus i, et là on retombe en plus i, et après ça va se répéter, c'est cyclique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne. Quelque chose qui tourne. Il y a quelque chose qui tourne. Quand on multiplie par les puissances, il y a quelque chose qui tourne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate aussi? On constate que ceci c'est réel, c'est pas imaginaire. Voilà. Quand on tourne, on a deux réels. Voilà. Quand on tourne en 2, ce sera réel. En 4, c'est réel. Et puis, donc ça alterne. Complexe, réel.
réel. Complexe, réel. Réel, complexe. Complexe, réel. Et ainsi de suite. Donc on sait voir les puissances pour lesquelles elle sera réelle ou complexe. Donc ça veut dire que ça tourne. Il y a quelque chose de cyclique. Il y a quelque chose de tournant. Voilà. Alors, ce qui veut dire qu'à partir de là, ben, quand j'écris une entité A plus racine carrée de moins 1, A plus B, je dirais même A plus B, pour le mettre dans un système d'axes, il faut voilà, pouvoir le mettre à 2 dimensions. On séparer la partie, voilà, ici c'est un réel pur, hein, de la partie qui est imaginaire. Il faut pouvoir les séparer dans un système d'axes. Or ici, vous voyez que on a déjà une séparation, puisque une fois c'est réel, une fois c'est complexe, une fois c'est réel, et ainsi de suite. Et en plus de ça, la particularité de ça, c'est qu'ici, là, on a 2 opposés. Et que là, on a 2 opposés. Bingo, je peux trouver un système d'axes. Je peux trouver un système d'axes. Donc, on sait bien qu'il est tournant, qu'on a... là, c'est une unité en I, là, c'est son opposé. Donc, ça veut dire que d'un côté, j'ai plus 1, de l'autre côté, j'ai moins 1. Voilà. Alors, où sera le I? Il sera là. Pourquoi? Pourquoi il sera là? Et le moins I, il sera là. Ben, vous allez le voir pourquoi. Vous allez le voir. Maintenant, on sait bien qu'il y a quelque chose de tournant dans les puissances, donc on peut formaliser une écriture, voilà, de nombres complexes. Alors, bien sûr, ici, c'est par rapport à l'unité. C'est-à-dire que je suis en train de construire une base tournante. C'est une base tournante. Alors, la base tournante, elle est basée sur les puissances. Voilà. Vous savez trop bien que un nombre complexe A plus BJ exposant n est donné par voilà, le rho n 6 θ plus 2 capi sur n. En gros, c'est rho n 6 θ sur n plus 6 fois, c'est un fois, attention, c'est fois. Alors, les nombres, voilà, les formes trigonométriques, rho 6 θ n'existait pas à cette époque-là, je vous le dis tout de suite. Voilà, mais c'est pour vous dire comment que c'est une base tournante, qu'on a affaire à une base tournante de capi sur n, voilà, et de capi sur n ici, voilà, vous avez une base tournante ici. C'est une base tournante. Donc vous pouvez exprimer tout nombre complexe par rapport à la base tournante. Peu importe le module et peu importe, je veux dire, l'angle que fait. Voilà, ici, je vous rappelle que c'est une rotation. Ici, c'est une rotation. On a une rotation avec une nomothétie ici, une rotation, donc on a une similitude. On va pratiquer une similitude, mais sur base d'une base tournante. Et grâce à ça, c'est pour ça que Léonard Euler, bon, ça permet de créer l'exponentielle complexe. Voilà, l'exponentielle complexe. Sur base de ça, parce que l'exponentielle complexe, c'est aussi tournant. Alors ici, bien sûr, c'est une base unitaire, hein, donc c'est le rayon, le module, il fait 1 de celui-là. Le module, il fait 1. Alors, sur base de ça, ben, on va créer notre système. Alors, bien sûr, c'est pas ça, c'était par après. Voilà, ça, c'était par après. Donc, moi, je suis toujours dans le cas de figure ici. Ça, on savait faire. Les règles étaient établies pour les puissances. Pour les produits, les puissances en cartésien. On savait faire les calculs. Voilà. On savait faire ça. Bon, maintenant, comment créer notre axe complexe? Eh bien, on sait bien que dans les puissances, je sais avoir l'opposé. Dans les puissances, je sais quand on aura plus 1, ensuite on aura moins 1, donc les opposés. Et puis on aura plus i, et quand j'aurai moins i.
ouais, au travers des puissances. Bon, les opposés ici m'intéressent pour créer ma base. Alors, on va dénommer soit un vecteur OA égal à A. Voilà. Alors, OA', il a la même grandeur que OA, mais de sens inverse. Donc, si j'ai OA ici, vecteur OA, vecteur inverse, voilà, il vaudra OA'. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, entre OA et OA', ben, on a un angle de 180 degrés. Un angle de 180 degrés, c'est une rotation de 180 degrés. C'est une rotation de 180 degrés, bien sûr, de centre O et de vecteur OA. Donc on a retourné OA de 180 degrés par rapport au centre O pour avoir OA'. En d'autres termes, algébriquement, il faut multiplier la mesure du vecteur OA par moins 1. Donc OA' est égal à moins 1 fois OA. Donc ceci correspond à une rotation de 180 degrés. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je prends maintenant on va se proposer de faire tourner donc le vecteur OA de non pas 180 mais de 90. Donc une rotation à 90. Pour avoir AI. Alors je rappelle qu'ici c'est A moins A. Et là en 90 c'est AI. Donc il faut le multiplier par un nombre inconnu qu'on appellera le A. Pour avoir AI, il faut multiplier par I. Il faut multiplier par I. Alors, comment trouver la valeur de I? Ben, on va faire une nouvelle rotation de vecteur AI de 90 doit nous donner moins 1. Donc une nouvelle rotation à 90 par rapport à AI doit nous donner moins 1. Donc ce qui veut dire que le AI je vais le multiplier par... Alors, une rotation de 90, vous voyez bien qu'elle est là. AI, c'est une rotation de 90. AI, c'est A fois I. Or, A, il est là. Et pour avoir AI, il faut une rotation, comme je l'ai dit, de 90 degrés. Maintenant, si je fais encore une tournée d'une rotation de 90, AI fois I, ça donnait moins 1. Moins 1. Effectivement, ce qui semble bon, parce que c'est A fois I carré. Or, I carré fait moins 1. I carré fait moins 1. Donc, ce qui veut dire que là, qu'est-ce qu'on a fait? On fait fois racine carrée de moins 1
fois racine carrée de moins 1. Et là, vous voyez les puissances. Hein. Les puissances. On fait A, nombre réel fois I. Ça fait AI. Donc, il fait nombre réel fois AI, ça fait moins ceci, ça fait ceci. Ensuite, on fait AI fois I. Ça fait AI carré, ce qui fait moins A. Moins A. Et puis, je vais faire encore tourner de 90. Je prends le dernier que j'ai, c'est moins A. Moins A, je fais fois I. Mais j'ai moins AI. Et voilà, mon axe, il est créé. Alors maintenant, le problème, ça, c'est pas une base. Pour avoir une base, il faut que A vaut 1. A vaut 1. Ben, on va le refaire avec une base A égale 1. Donc j'ai un système orthonormé. Donc maintenant, je vais mettre le 1 ici. Bon, je vais mettre un cercle, hein. Comme ça je vais pouvoir me repérer par rapport au 1. Voilà. Donc c'est sur base d'une rotation de centre O. Alors première chose à faire, je vais mettre la valeur réelle. Alors si je fais 1 fois I, ça fait I. Donc là c'est une rotation à 90. Une rotation à 90, on arrive ici, j'ai un I. Alors 1 fois I, alors on est parti de 1 bien sûr. Hein. On est parti de 1. Une fois I, ça fait I. Là c'est une rotation à 90. Voilà. Ensuite je prends le précédent 1 fois I, je remultiplie par I. Ça fait I carré. I carré, ça fait moins 1. Ça c'est une rotation à 90. Mais par rapport à 1, là j'ai fait une rotation à 90, puis une rotation à 90. Le 1, pour avoir le moins 1, par rapport au 1, c'est une rotation à 180. Donc ça c'est de 1 à moins 1. Alors, si je fais encore une rotation à 90, je vais avoir moins I. Moins 1 fois I. Donc une fois I, ça fait I. Hein, moins I. Voilà. Donc on aura I carré fois I égale I cube. Alors vous voyez les puissances, hein, c'est les puissances. Voilà. Là je commence en 1, puis on obtient I, puis on a I carré, puis on a I cube, et puis on aura I4. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait là. C'est pour ça que j'ai fait ça. Au départ, c'est pas anodin ce que j'avais fait ici. Voilà, c'est pas anodin. Donc c'est pour trouver mon système. Voilà, on va après ça c'est tournant. Que vous mettiez 5, c'est cyclique. Comme je l'ai dit, après c'est ceci va se recycler. C'est cyclique. Donc c'est cyclique. Les puissances vont revenir chaque fois. On aura I5, I6. Donc le I il est là. I carré, I cube et I4. Alors I cap je ne l'ai pas fait parce que c'est I cube fois I, ce qui fait I4. Et I4 c'est I carré fois I carré. Et I carré fois I carré, ça fait plus 1. Voilà. Donc là on a I exposant 1, I exposant 2, I exposant 3, I exposant 4, I exposant 5,
exposant 6, exposant 7, exposant 8, exposant 9, 10, i exposant 11, i exposant 12, i exposant 13, i exposant 14, i exposant 15, x exposant 16. Donc ici c'est i exposant 4n. Ou alors ici je peux mettre le 4n, je peux mettre ici. Bon, tout dépend comment est-ce que je vais l'écrire. Si ça c'est i exposant 4n, si n vaut 0, non, ça c'est pas bon. 4n est là. Si n vaut 0, si, parce que si n vaut 0, ça fait 1. 0 fois 4, ça fait i0, i0 ça fait 1. Alors là, on aura i exposant 4n plus 1, i exposant 4n plus 2, i exposant 4n plus 3, et on va tomber sur voilà, 1, 2, 3, 4, n appartenant au naturel. Donc ça c'est 1, on aura 1, 2, i exposant 0, exposant 1, exposant 2, exposant 3, exposant 4, exposant 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, et ainsi de suite. Donc vous voyez bien que ici 0, 4, 8, 12, c'est 4, c'est le multiple de 4. Donc celui-là est bon. Alors 1, 5, 9, c'est 1, si c'est bien le multiple de, bien sûr, avec n appartenant au naturel. Voilà. Et là on aura 1, 5, 9, c'est bon, c'est 4n plus 1. 2, 6, 10, c'est juste parce que si je mets 0, 0 plus 2, ça fait 0 fois 4 plus 2, ça fait 0, ça fait 2. 1 fois 4 plus 2, ça fait 6, et 2 fois 4 plus 2, ça fait bien 10. Et donc l'autre, il vaudra bien 11, 3, 7, 11, c'est bon. Et voilà. Et donc là, on vient de définir ce qu'on appelle un repère de... il est orthonormé, voilà, il est aussi cartésien, et voilà, il est la norme. Ici, on a un vecteur, je peux mettre un vecteur U, voilà, et un vecteur V. Voilà, l'origine, elle est là. Je viens de définir ce qu'on appelle un repère de Gauss, un repère complexe. Et donc, on peut représenter tout nombre complexe. Ben, si je veux marquer, ayant ce repère, le repère de Gauss, je peux lui mettre... Alors ça a été trouvé par, je crois c'est Gauss, puisqu'on est un repère de Gauss. Voilà, et donc là, bon, il y a une forme polaire aussi. Hein. Bon, quand on a la trigonométrique, la forme trigonométrique va ramener vers une forme polaire. Ici, c'est la forme cartésienne qui nous ramène vers voilà, le cartésien. C'est-à-dire qu'ici, on aura 1, la valeur réelle. Alors là, on aura le moins 1. Ce qui veut dire qu'ici, je peux mettre sur cette droite-ci les réels de z. Le moins 1, il est ici. Le plus i. Et là, le moins i. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai l'axe des imaginaires de z. Donc, c'est-à-dire que si je veux un complexe qui vaut 3 plus 2i, c'est-à-dire 3 plus 2 racines carrées de moins 1, le 3, ben, je vais chercher 3 unités, voilà, et 2i, là c'est 1i, là je mets 2i, 2i il est ici, par rapport à i,
Et donc le couple ici, voilà, j'aurai par rapport à l'origine ici, 0, 0, ben le point P, qui représente le complexe Z, qui vaut 2i. Donc en ce point-là, le complexe il vaut 2i. Et Z est l'affixe de P. Z est l'affixe de P. Et on peut mettre donc le point P est le point qui représente respectivement le complexe Z dans le plan de Gauss. Et bien sûr, on peut le représenter par un vecteur. Voilà. Le vecteur que je vais appeler OP ou OZ. Et donc, dès le moment où vous avez mis un plan de Gauss, ben, vous avez des distances qui vont apparaître aussi. C'est la distance OP qui vaut la norme du vecteur OP, c'est-à-dire ça vaut le module du complexe Z. Donc, parler de distance de norme ou de module, ça dépend quel est l'objet que vous utilisez. On a la distance entre deux points, donc l'objet c'est 2 points. La distance entre un vecteur OP, enfin la norme d'un vecteur OP, l'objet c'est le vecteur, et le module d'un nombre complexe, ben, le nombre complexe ici, ben, il est l'objet c'est le complexe. Alors, dernière chose, là on a un système cartésien avec une grille. La grille elle est avec des carrés, c'est du quadrillage en carré, donc c'est tout des carrés comme grille. Ce qui veut dire qu'on a un système bon rectangle à quadrillage. Hein. C'est un système rectangulaire, mais en fait c'est des carrés. C'est un système rectangulaire, on a des carrés. Le quadrillage c'est des carrés. Voilà. Alors ce qui veut dire que si on a d'office un angle droit, donc ici on a d'office un angle droit, parce qu'on a des parallèles. On manipule le quadrillage, c'est basé sur des parallèles, des axes x, y, c'est-à-dire imaginaire réel. Bon, et si vous avez voilà ceci, ben, vous avez pour avoir une distance, ben, la norme de vecteur OP ou la distance OP ou Z, c'est du Pythagore d'un triangle rectangle. Donc c'est-à-dire pour avoir la norme, ben, c'est de O à B, voilà, au point P. Donc le triangle OPB, il est rectangle en B, et donc OP est l'hypoténuse du triangle rectangle, et l'hypoténuse de OPB. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire? Ben, OB carré plus le segment OB carré plus le segment PB carré est égal au segment OP carré. C'est Pythagore. Et donc je peux formaliser la norme. La norme vaudra racine carrée de OB carré plus PB carré. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de cosinus qui intervient ici dans le triangle, parce qu'on a un triangle rectangle. Si on avait un triangle quelconque, si vous jouez avec un autre système d'axe, vous avez un cosinus qui va intervenir. Si le système n'est plus... voilà, là, à ce moment-là, vous allez avoir ceci, le triangle. Bon, vous avez joué avec un triangle qui n'est pas rectangle ici. N'est pas rectangle. Donc à ce moment-là, il existe, voilà, du Pythagore pour les triangles quelconques, mais à ce moment-là, il y a un cosinus qui intervient. Il faut tenir compte du cosinus de l'angle. Donc c'est pour ça que vaut mieux, les formules doivent être adaptées, bien sûr, au système orthonormé. Sinon, je veux dire, les formules changent, beaucoup de formules vont changer. Donc, la plupart des formules en théorie vectorielle, voire en géométrie analytique dans le plan, le sont dans un repère cartésien. Hein, parce que sinon, à ce moment-là, il faudrait remodifier toutes les formules et les réadapter voilà, dans un autre repère. Donc c'est comme ça qu'a été créé, je veux dire, le plan de Gauss. Le plan de Gauss, on peut dessiner des nombres complexes, mais bien sûr, les positionner au travers d'un
d'un vecteur par rapport à l'origine. Alors, un vecteur est toujours donné par rapport à l'origine. On a une situation du complexe par rapport à l'origine. On le situe par rapport à l'origine. Je vous remercie.